Les matins de France Culture, Guillaume Erner. L'épandage de produits phytosanitaires peut-il être sans risque pour la santé? Quelle distance déterminée pour protéger les riverains? Ce week-end, le gouvernement proposait de fixer à partir du 1er janvier 2020 une distance minimale de 5 à 10 mètres selon les cultures. Insuffisant, jugent tous ceux qui s'inquiètent pour la santé des populations dans les zones d'épandage. Hier, le gouvernement lançait sur cette question une consultation publique en ligne ouverte à tous, mais la science peut-elle nous éclairer? Bonjour Catherine Hill. Vous êtes épidémiologiste, ancienne chercheuse à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. Vous avez fait partie du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors, avant de vous interroger sur l'épandage de pesticides, je dois tout d'abord vous demander si vous êtes lié d'une manière ou d'une autre avec ces industries qui produisent justement les produits phytopharmaceutiques ou bien avec le lobby agricole. Non, je n'ai aucun lien d'intérêt ni avec la chimie, ni avec les pharmacies, ni avec aucun de ces choses. Alors, en 2015, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, classait plusieurs pesticides, dont le glyphosate, comme cancérogène probable. Est-il encore permis de douter de la dangerosité de ces produits, Catherine Hill? Ce n'est pas tellement le problème de la dangerosité. Quand on fait des études sur des animaux, des rats, des souris exposés à des doses très fortes, on peut détecter des augmentations du risque de cancer. Le problème dans cette discussion, c'est qu'il faut mesurer les risques, et il faut mesurer les risques pour l'homme. Et pour savoir si un produit est dangereux pour l'homme, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par étudier les populations qui sont les plus exposées. Donc, ce qu'on fait pour ces histoires de pesticides, c'est qu'on va étudier les agriculteurs ou les épandeurs. Les gens qui manipulent des produits. Donc, dans les pesticides, le lindane est considéré comme un cancérogène. C'est comme certainement un cancérogène pour l'homme. Et l'Organisation mondiale de la santé, le groupe de recherche sur le cancer qui est basé à Lyon, a fait une très grande étude avec 80 chercheurs sur les causes du cancer en France et a trouvé que le lindane était probablement la cause de 28 lymphomes en 2015. À cause des expositions professionnelles. Donc, c'est un cancérogène certain. Est-ce que du coup, il a été abandonné? Je pense qu'il est interdit, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Et parmi les cancérogènes probables, il y a le diazinon, le malathion et le glyphosate. Et on a aussi estimé les risques pour le diazinon et le malathion, et on n'avait pas estimé les risques pour le glyphosate parce qu'on n'avait pas de bonnes mesures de l'exposition de la population. Est-ce que nous en avons maintenant? Je ne sais pas. Mais l'histoire du glyphosate se complique parce que le classement en cancérogène probable a été fait en 2017 et depuis, il y a eu une très grande étude américaine sur 54 000 épandeurs agréés, dont 45 000 étaient exposés au glyphosate. On a regardé les risques en fonction de l'intensité de l'exposition et on n'a trouvé aucune augmentation du risque de lymphome, qui était l'hypothèse qu'on voulait vérifier. Donc du coup, le glyphosate peut-être augmente le risque de lymphome, ou peut-être pas, la situation est incertaine. Mais en tout cas, il serait la cause de très peu de cas. Mais alors, s'il est la cause de très peu de cas, c'est peut-être parce que, d'après ce que j'ai vu, les gens qui font de l'épandage aujourd'hui le font en étant extrêmement protégés, beaucoup plus que les personnes qui habiteraient à côté des zones où se fait l'épandage, Catherine Hill. Ça, c'est une question de dose. Mais les agriculteurs américains, par exemple, il y a aussi une étude en France qui s'appelle l'étude Agrican, où on a étudié les agriculteurs. Quand on étudie les risques de lymphome, de leucémie, de cancer du poumon ou de n'importe quoi, on étudie les risques. On prend une population qui a été exposée il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans. Et certaines des expositions sont anciennes à des périodes où on faisait probablement beaucoup moins attention et où les gens étaient manipulaient les produits, les transvasaient dans des lieux fermés, etc. Donc ce qu'on mesure, ce sont les effets des expositions anciennes qui sont probablement plus élevés qu'aujourd'hui. Mais la dose à laquelle est exposée la personne qui habite à 100 mètres d'un champ, ça doit être une dose infime. Donc, s'il n'y a pas de signal chez les gens très exposés, les agriculteurs qui manipulaient les produits il y a longtemps sans précaution, on ne va pas se faire du souci pour la personne qui a à 50 mètres d'un champ de poireaux. Bon, mais alors dans ce cas-là, Catherine Hill, si on fait toute une série d'études et de méta-études, comme on dit maintenant, sur des agriculteurs qui se livrent à de l'épandage, pourquoi ne pas faire des études sur les populations qui vivent autour de ces champs? Mais on les fait, ces études. On sait bien que, par exemple, les agriculteurs dans les campagnes, les risques de cancer sont plus faibles globalement
que dans les villes parce que les gens se sont mis à fumer plus tard, etc. Donc, bien sûr, on fait ces études et on ne trouve pas de problème particulier dans les campagnes. Et toujours, si l'on essaye de comprendre ce lien, donc ça, ce sont des études empiriques. Et on essaye de mesurer la diffusion ou la prévalence du cancer dans une population. Est-ce qu'on n'a pas d'idée sur ce qui pourrait causer le cancer dans ces substances, dans ces pesticides, fongicides, qui sur le plan théorique pourraient expliquer qu'il y ait, ou non d'ailleurs, une augmentation du nombre de cancers parmi les populations qui sont exposées à ces produits? Bien sûr, on peut avoir des hypothèses sur les mécanismes. De toute façon, ce sont des familles de produits très vastes. Il y a les herbicides, il y a les pesticides. On associe cette histoire aux perturbateurs on invoque le mot terrifiant de perturbateur endocrinien, qui est un truc pas très bien défini. Et tout ça, ça rend les choses extrêmement compliquées. Et on connaît très mal tous ces mécanismes. Mais bien sûr, on les étudie. On peut les étudier in vitro sur des cellules, sur l'animal, etc. Mais ça ne facilite pas tellement la compréhension. Par exemple, cette histoire de perturbateur endocrinien qui fait très peur à tout le monde. Prenez les contraceptifs oraux, la pilule. C'est un perturbateur endocrinien. C'est le modèle, c'est des choses qui sont fabriquées pour perturber le système endocrinien. Bien, la pilule, c'est à la fois une cause de cancer. On estime qu'en 2015, ça a causé 600 cancers, des cancers du sein et des cancers du col de l'utérus. Mais ça a évité 2500 cancers, des cancers de l'endomètre et des cancers de l'ovaire. Donc tout ça, c'est plus compliqué qu'on croit. Et on ne peut pas juste dire les perturbateurs endocriniens, c'est diabolique. Bon, alors ça, je peux éventuellement vous suivre pour l'exemple que vous venez de donner sur les perturbateurs endocriniens, mais les pesticides, là, on ne voit pas très bien quel cancer ils éviteraient, sauf si vous avez une idée précise à ce sujet. Est-ce que, dans l'absence de certitude, puisque finalement, on voit que tout ça est très compliqué, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tout simplement fixer la distance à 150 mètres ? Mais pourquoi légiférer là-dessus alors qu'on laisse 30% de la population fumer, qui est la cause de 69 000 cancers par an, ou boire beaucoup trop d'alcool, qui est la cause de 18 000 cancers, pour légiférer sur un problème qui, dans le pire des cas, peut causer une vingtaine de cancers professionnels et 0 cancer dans la population. Ou epsilon, 0,01. Donc c'est juste totalement déraisonnable. Donc vous pensez, Catherine Hill, que le principe de précaution, en l'occurrence pour les pesticides, n'a pas lieu d'être invoqué ? Le principe de précaution, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut mesurer les risques et il faut ensuite peser les avantages et les inconvénients des décisions qu'on prend. Merci Catherine Hill. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et ancienne chercheuse à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. 7h21 sur France Culture.